Bonjour à tous et bienvenue à la table ronde sur la simplification des procédures de transport maritime. Moi-même, Nathalie Sté, je m'occupe d'un magazine spécialisé dans le transport fluvial et l'activité portuaire. Et nous aurons le plaisir d'écouter pour cette table ronde Monsieur François Maillet-Desportes, qui est président du directoire de MGI, développeur du Cargo Community System AB+, qui est aujourd'hui la référence en France et connaît de nombreux succès à l'étranger. À son côté, M. Philippe Salle, Managing Director de la plateforme Intra, qui est une plateforme de e-commerce regroupant une quarantaine d'armements et de NVECC, avec une part de marché, vous me corrigerez peut-être, M. Salle, une part de marché de 18% du transport mondial de conteneurs. Et M. Pascal Regard, qui est chef du bureau E3 à la Direction Générale des Douanes et des Impôts Indirects. Alors vous me demanderez qu'est-ce que le bureau E3 ? Le bureau E3 s'occupe de la modernisation de la réglementation communautaire, de la douane électronique, de toutes les procédures de dédouanement et les procédures concernant les opérateurs économiques agréés, et également des régimes économiques. Les 15 dernières années ont vu d'importantes évolutions en matière de dématérialisation et de simplification des procédures dans les transports, notamment maritimes, motivées par le développement du commerce international et de la logistique en flux tendu, l'évolution des techniques et l'émergence des problématiques de sûreté et sécurité. On a ainsi vu se développer de façon parallèle différents systèmes. Tout d'abord, des plateformes créées par des acteurs privés pour faciliter et accélérer le transport maritime et le passage portuaire, comme notamment le réseau Intra, créé par des armements maritimes, pour faciliter les transactions de base avec les chargeurs et les commissionnaires de transport. Également les plateformes portuaires, les Cargo Community Systems, pour faciliter les échanges d'informations à l'échelle d'une plateforme portuaire. À côté de ça, au niveau institutionnel et surtout communautaire, on a vu le développement d'une douane sans papier, avec les projets e-custom de dématérialisation des procédures douanières, également les modernisations successives du code des douanes européens, le développement au niveau maritime du Vessel Traffic Monitoring et de façon plus proche le projet Blue Belt qui vise à mettre en place un véritable espace maritime européen dans lequel les flux intra-européens bénéficieraient de régimes simplifiés. Encore plus récemment, le règlement 2010-65 de l'Union européenne visant à établir un guichet unique, et plus généralement le programme de recherche e-freight qui vise à généraliser ce type d'approche de simplification et de dématérialisation à l'ensemble des modes de transport. L'enjeu étant bien sûr de pouvoir avoir des contrôles plus efficaces tout en facilitant la circulation des marchandises. Le souci vu de l'extérieur, c'est que toutes ces procédures liées au transport maritime paraissent de plus en plus complexes, qu'à force de vouloir simplifier, c'est un millefeuille de différents types de procédures que l'on crée, voire des redondances. Et du coup, j'aurais une première question pour débuter cette table ronde, qui s'adressera, on va dire, plutôt aux opérateurs privés, à M. Salle et à M. Maillet-Desportes. C'est de savoir, sous couvert de simplification, est-ce que ces évolutions ne font pas justement ajouter des couches supplémentaires et produire l'effet inverse à celui recherché? Bonjour. Non, je ne pense pas que ça crée de la complexité. Au contraire, le but des plateformes est de faciliter
On ne crée pas en soi de nouvelles procédures, on ne crée pas de nouveaux métiers ou d'intervenants, on ne fait que échanger des données qui existaient sur un format papier, mais on le met dans un format électronique. Donc on est plus dans la facilitation et la standardisation des processus que dans une situation de se mettre en intermédiaire. Merci. Une petite précision dans la présentation, vous parliez d'MJ en disant qu'MJ avait créé AP+. C'est vrai, mais il n'était pas seul, il était avec une autre société qui s'appelle Sojet, à travers une filiale commune qui s'appelle Sogip. Je dirais que je suis le seul représentant de CCS, je parlerai plus en tant que Sogip. Et en plus, quand je dis qu'on ne l'a pas fait seul, on l'a fait parce qu'on a travaillé avec les associations professionnelles privées, avec la direction des douanes, locale et centrale, et avec les ports. Donc c'est un véritable travail de logistique, un travail d'optimisation des processus. Et si aujourd'hui AP+ est un système sincèrement qui est extraordinaire, c'est vraiment parce qu'on l'a fait avec tout le monde. Et en même temps, ça répond à la question, non, il n'y a pas d'empilement de systèmes, il y a simplement, on fait souvent différence, il faut faire différence entre les rôles et les métiers. Quand je suis ici, je suis directeur de société. Quand je vais acheter du pain, je suis acheteur de pain. Il y a des tas de rôles. Un transitaire peut à un moment faire une déclaration de douane, il peut à un moment organiser un transport. Et là, lorsqu'on décrit un processus global, on additionne un certain nombre d'actions à faire, un certain nombre de rôles à remplir. Et justement, tous ces rôles, peu à peu, arrivent à atteindre l'optimisation d'un processus général. Donc ce n'est pas un empilement, si c'est bien fait, mais au contraire une suite d'outils qui sont au service d'un processus. Alors j'ai oublié de préciser, en démarrant cette table ronde, qu'il était prévu d'abord qu'on ait dans le tour de table M. Serge Doba, qui est chef de projet pour la mise en place de la directive européenne sur le guichet unique, mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Est-ce qu'on pourrait tout de même préciser ce qu'est réellement le projet européen de guichet unique par rapport au guichet unique qui existe déjà à l'heure actuelle? Bon, effectivement, le mot guichet unique, qui est un mot qui est assez ancien, single window, mais guichet unique, c'est très très bien, fait fantasmer tout le monde. Guichet unique, c'est simplement le fait, prenant l'image d'un bâtiment, de pouvoir faire toutes ces formalités et communiquer avec tous les acteurs privés et publics avec lesquels on a besoin de travailler. L'Union européenne a sorti une directive qu'ils ont appelée e-maritime, ou e-maritime, si on veut le sortir, moi e-maritime ça me plaît bien, dont l'objectif, effectivement, est de faciliter la communication à travers une seule saisie. Bon, ça me paraît être un excellent signal. Et la direction des ports et les ports et l'administration des douanes ont travaillé ensemble sur un guichet unique que je vais appeler navire, c'est-à-dire le guichet unique qui permettra au capitaine d'un navire, là je suis un ancien officier de marine marchande, je peux dire que c'est pas toujours simple, de rentrer les données une bonne fois pour toutes. Voilà, et qu'après, les données puissent être centralisées au port. Il y a un deuxième guichet unique, c'est le guichet unique marchandises. Et là, encore une fois, il y a des représentants de l'État, à nouveau les ports, à nouveau la douane, mais également les agents maritimes, les armateurs, les transitaires. Et tous ces gens-là, à travers le système, bon, en France c'est simple, c'est AP+, hein, à travers ce système, vont pouvoir échanger des informations. Donc c'est un outil de tracking, un outil de tracing également, mais qui permet à chacun d'optimiser tout son travail, sans rentrer jamais dans la gestion privée de l'entreprise. Ça veut dire que je ne fais pas un système de transit, je ne fais pas un système douanier, la douane a ses systèmes, mais tous ces systèmes vont interfacer et permettre d'avancer la marchandise. Et c'est ce qui fait la force du système AP+. Je ne suis pas en train de faire la publicité, mais c'est vraiment le processus. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi moderne, bon, sur un plan technique et bien sûr complètement renouvelé sans arrêt, mais également il travaille avec tous ses partenaires pour sans arrêt, être proactif, voire quelquefois en avance sur certaines procédures qui vont être faites. Voilà, donc le guichet unique marchandise, ça veut dire qu'un transitaire, qu'un armateur va pouvoir saisir une information, recevoir une information
concernant la marchandise, le guichet unique navire, des informations vont être envoyées concernant le navire. Alors, ils se rejoignent sur deux éléments. Le FAL 7, ça c'est certain, c'est tout ce qui est marchandises dangereuses. Le FAL 2, aujourd'hui, quand on n'est même pas certain qu'il demeure, parce qu'il serait possible que le FAL 1 soit plutôt pris comme base de départ pour la déclaration. Vous savez que toute marchandise qui rentre dans l'Union européenne doit faire l'objet d'une déclaration. Et c'est après le rôle des outils douaniers de prendre la suite. Oui, deux mots sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, donc, la douane travaille avec la DGITM sur la modernisation des processus concernant les navires. Aujourd'hui, on ne travaille pas avec le formulaire FAL 2. Nous exigeons à l'entrée des navires dans les ports ce que nous appelons une ENS, c'est-à-dire une déclaration sommaire de sûreté et sécurité. Ça, c'est le premier point. Avant qu'une déclaration en douane soit réalisée, mais là on est déjà dans le guichet unique marchandises, hein, on est déjà dans le CCS AP+. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxième point également important, c'est de dire aujourd'hui que nous travaillons évidemment la main dans la main avec la DGITM pour faire en sorte que les processus d'information soient simplifiés à l'extrême pour les navires. Un exemple, aujourd'hui, lorsqu'un navire entre dans un port, il adresse à la capitainerie un formulaire FAL qui s'appelle le FAL 1, et on est tombé d'accord pour que ce formulaire soit également considéré comme une notification d'arrivée pour la douane. Voilà, donc ça c'est un point très important. Nous sommes dans un système de modernisation, de simplification, et nous affichons une volonté réelle de travailler non seulement avec donc la DGITM, mais également avec les ports, mais aussi avec nos amis de la SOGIP. Mais est-ce que vous pensez que c'est totalement utopique d'arriver un jour à un guichet réellement unique, ou au moins à ce que les systèmes, les guichets actuels soient totalement interopérables pour qu'il n'y ait vraiment qu'une seule porte d'entrée, si je puis dire? Vous avez répondu, effectivement, ils sont interopérables. Chaque guichet unique est guichet unique pour tout le monde. Si vous êtes transporteur, vous allez travailler à travers le guichet unique avec lequel vous communiquez habituellement. La capitainerie d'un port va travailler à travers son guichet unique, le transitaire aussi. Il est évident que, de toute façon, tous ces réseaux passent à travers des plateformes, et quand on parle de plateformes logiques, hein, qui peuvent être physiques aussi, mais surtout logiques. Et donc, chacun attaquera toutes les informations dont il a besoin, tous les process dont il a besoin, à travers l'outil auquel il appartient, avec lequel il travaille habituellement. Donc, il y a déjà un guichet unique qui est composé de tas de guichets uniques. Une précision, effectivement, on parle de guichet unique, mais il faut également parler de process métier. Et c'est là où la douane a son rôle à jouer. Que vous soyez à l'importation ou à l'exportation, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'opérations à réaliser et que toutes ces opérations, évidemment, doivent être traitées dans le guichet unique. Donc clairement, qui dit guichet unique dit également cahier des charges, et ce cahier des charges doit être bien évidemment respecté par les CCS. Alors on voit qu'aujourd'hui, ce sont notamment les évolutions techniques qui ont permis la mise en place de ces guichets uniques et de la dématérialisation des procédures, mais au-delà de la technique, quelles sont les autres conditions au succès de la dématérialisation? Effectivement, il y a une notion de standardisation. Donc, il y a une notion de trouver presque de manière informatique, mais déjà de standardisation dans le processus, hein, qui émet et qui reçoit. Ensuite, il faut définir les éléments élémentaires et les structurer. Donc, ça nécessite effectivement une homogénéisation de la définition de certains termes, d'une codification qui fait appel soit de la codification internationale, soit sur des agréments qui peuvent se faire entre opérateurs dans un périmètre, que ce soit armateur, pays, ou au sein d'une communauté d'acteurs économiques.
il y a aussi, je pense, la question de la confiance entre les acteurs. Est-ce que, pour revenir par exemple au projet de la Commission européenne, est-ce que vous ne pensez pas, M. Maillet-Desportes, par exemple, que le fait que les instructions d'une certaine manière viennent d'en haut permettent quand même d'instaurer une confiance entre les différents acteurs qui seront impliqués par ces nouveaux guichets uniques? Alors, le mot confiance peut signifier beaucoup de choses. D'abord, en ce qui concerne les données, les systèmes comme le nôtre sont déclaratifs. C'est-à-dire que nous pouvons assurer l'unicité de l'information. L'information qui est rentrée à un moment donné sera la même partout. Si elle est fausse, elle est fausse. Mais dans votre déclaration d'impôt, si au départ vous rentrez une information qui est fausse, à la fin elle sera fausse aussi. Après, il y a la confiance en style tiers de confiance. Il est évident que j'ai une convention, mes collègues du Havre aussi, de Bordeaux, de tous les ports, avec la direction des douanes, parce que effectivement nous avons un outil qui nous permettrait, si on était très malhonnête, éventuellement de faire des choses. Bon, ceci dit, il y a quand même des audits réguliers de la douane qui va s'assurer de l'imperméabilité du système. Donc la confiance est liée. Après, le fait qu'elle vienne d'en haut, moi je vois surtout que c'est une aide aux gens les plus dynamiques pour faire avancer les choses. Vous savez, quand on avait démarré à l'époque, j'étais agent maritime, on avait démarré Protis à Marseille, il y avait des tas de gens qui disaient que ça ne servait à rien, que c'est pas ça qui ferait travailler les dockers, parce qu'à l'époque on avait des problèmes avec les dockers. Très content d'eux d'ailleurs en général. Et au bout d'un moment, on leur avait dit, écoutez, arrêtez de passer votre temps à expliquer pourquoi il ne faut pas faire les choses, faisons-le. Et à un moment, la douane nous a aidés. La douane, effectivement, nous a dit, construisez quelque chose, et nous aussi, on va vérifier au fur et à mesure que ce que vous avez construit est cohérent. Et au bout d'un moment, la douane, elle fait partie de la solution. Il faut mieux faire partie de la solution que faire partie du problème en général. Il est clair que la réglementation internationale est un vecteur de développement de la codification et de la simplification, parce que ça pousse les acteurs à fournir plus de précision plus tôt dans le process et donc à automatiser certaines tâches qui simplifient l'ensemble de ces déclarations. Un mot s'agissant de la position de la douane vis-à-vis des CCS. Alors vous parliez effectivement d'une information qui vient d'en haut. Moi je dirais que c'est une information qui vient du bas plutôt et qui est mise en place à partir de process clairement identifiés et définis. Simplement, s'agissant des CCS, la douane a une position qui est relativement claire, qui est celle de la neutralité. Donc nous travaillons évidemment avec les CCS AP+, ça c'est évident parce que ce sont des facilitateurs, ce sont des systèmes qui permettent d'éviter des ressaisies, donc d'aller vers la dématérialisation. Ce sont des systèmes qui permettent également de mettre en place une traçabilité au niveau de la marchandise. Donc évidemment c'est une sécurité pour la douane, mais nous sommes en capacité de dire aujourd'hui développer effectivement des cargo community systems. Nous sommes prêts à travailler avec tous les opérateurs qui sont apporteurs de solutions logistiques, ça c'est très clair, dans la mesure où les solutions qui nous sont apportées et présentées correspondent à un cahier des charges qui a été établi par la douane et qui est évidemment suivi par le développeur. Mais est-ce qu'au final, toutes ces exigences en termes de cahier des charges, de codification et autres, est-ce que ça n'avantage pas les grands comptes plutôt que les petits opérateurs? Les grands comptes ont peut-être plus de moyens d'intégrer les exigences de la dématérialisation que les petits. Actuellement, la technologie, que ce soit Internet ou EDI, permet à un grand nombre d'acteurs d'intégrer cette technologie. C'est-à-dire que la technologie Internet a démocratisé ces processus et je dirais presque les grandes sociétés sont parfois pénalisées par des schémas informatiques internes, des stratégies, des systèmes hétérogènes au sein de leur entreprise, ce qui fait qu'ils sont peut-être moins agiles
que certains autres acteurs plus petits et plus motivés. C'est vrai. En ce qui concerne le CCS AP+, le lien se fait à travers Internet, donc il faut avoir un PC chez soi. Mais bon, je pense que si vous travaillez, vous avez un PC chez vous. Et bon, bien sûr, en étant complètement sécurisé. La facturation se fait à l'unité, donc que vous ayez une expédition ou vous en ayez 1000, de toute façon, à l'unité, vous allez payer la même. Donc je dirais qu'au contraire, tous ces systèmes aujourd'hui permettent aux plus petits d'avoir le système le plus performant. Alors que sinon, il se trouve d'en avoir un chez lui, c'est un petit peu plus compliqué, je pense. On n'a pas encore parlé d'avantages que peuvent avoir certains modes de transport en matière de procédures douanières, notamment simplifiées. Pour parler par exemple du fluvial ou du ferroviaire, est-ce que la dématérialisation peut-elle remettre en cause les avantages de ces procédures en mettant tout le monde au même niveau, et comment ces procédures, notamment la procédure fluvio-maritime, s'articulent-elles avec les enjeux de la dématérialisation? Si vous avez eu l'occasion dernièrement de vous promener en Normandie, comme moi, vous avez certainement constaté qu'il y avait beaucoup de camions qui circulaient. Beaucoup trop de camions, à mon sens. Or, il existe d'autres types de procédures, notamment la procédure par train, la procédure par barge également. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle la procédure fluvio-maritime. Bon, la douane, par essence, est l'administration fiscale de l'écologie. J'ai vu qu'il y avait une table ronde qui va se tenir dans quelques instants, consacrée à la taxe poids lourd. On va vous expliquer pourquoi la taxe poids lourd et qu'est-ce que la taxe poids lourd. C'est l'administration également qui est en charge de la collecte de la taxe générale sur les activités polluantes. Bref, c'est l'administration fiscale écologique. Et à travers cette procédure fluvio-maritime, nous souhaitons être l'administration qui permette de mettre en place une réglementation responsable, une réglementation écologiquement acceptable. Alors, qu'est-ce que la PFM? Quels sont ses avantages? Il y a aussi des inconvénients, je le sais. Nous travaillons justement sur ces sujets pour faire évoluer la PFM. Mais quels sont ses avantages? À l'importation, lorsque vous avez une procédure fluvio-maritime, vous pouvez disposer de délais supplémentaires avant de faire une déclaration en douane. Vous pouvez disposer d'un délai de 45 jours avant de déposer cette déclaration. Il y a également un titre de transit simplifié qui est émis, qui n'est pas garanti. Donc ça, c'est très important, évidemment, puisque vous n'avancez pas des fonds pour l'émission de ce titre de transit. Et à l'exportation, vous avez également la possibilité d'obtenir un reçu fiscal rapidement, on va dire de manière anticipée, dès que la déclaration est émise. Donc clairement, c'est une solution écologiquement satisfaisante, fiscalement intéressante et économiquement indispensable. Le logiciel, le CCS AP+, est devenu trimodal depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on l'avait installé dans un aéroport, d'abord à Fort-de-France. Il est en train d'être installé en Guyane et également en Guadeloupe. Nous travaillons aujourd'hui avec le sud de la France pour le faire. Le maritime, on en a déjà parlé, et effectivement, le terrestre, parce que je rappelle que le fluvial, c'est du terrestre, hein, donc c'est important de le savoir. Et dans le cas de PFM, effectivement, on a largement enjeu les choses. Alors, je voudrais faire un tout petit peu de théorie, mais je donne quelquefois des cours, et j'ai un slide avec un tyrannosaure qui est en train de courir, et une toute petite souris qui s'appelle Speedy Gonzales, et en haut, je mets « Qui a survécu ?» En général, les gens savent que c'est la souris qui a survécu. Deuxième slide, je mets « Ce ne sont pas les gros qui mangent les petits, ce sont les rapides qui survivent volant. » Et le troisième slide, je mets « Être rapide, ce n'est pas courir, ce n'est pas faire plein de choses à la fois, c'est pas sortir devant son patron, c'est faire bien la bonne chose du premier coup. »
des notions de qualité, de coût et de réactivité, qui sont, encore une fois, des résultats. Si demain je me lève en me disant demain j'ai la meilleure réactivité mais que je ne mets rien en place, ce sera un vœu pieux. Donc ces communautés trimodales, fluviales, maritimes et terrestres, avec tous les acteurs privés et publics, passent leur temps justement à mettre en place des processus volontaristes qui leur permettront d'être meilleurs en faisant bien la bonne chose du premier coup. Derrière toute notre conversation, on a en fait surtout parlé de trafic de conteneurs. Est-ce que la simplification des procédures s'adresse aussi aux autres filières de trafic? Après, je passe en tout cas, alors, ça dépend des ports. Il y a beaucoup de ports comme effectivement Rouen, comme Bordeaux, comme Marseille bien sûr, comme Dunkerque, qui traitent Nantes aussi, qui traitent aussi bien du conventionnel que du vrac. Hein. Bon. Le marchandise conditionné a été quand même le premier. Pourquoi? Parce qu'il fallait bien, c'était plus facile à identifier. Au Havre, au départ, ce n'était que le conteneur. Marseille, c'est vrai qu'on a beaucoup de roulants et de conventionnels. Pourquoi? Parce que ça correspond à notre trafic habituel. Mais aujourd'hui, il ne reste que pour les aspects sûreté, effectivement, tous ces aspects sont envoyés également pour tous les quais vrac, liquide et solide. Oui, je confirme ce que François-Maël Desportes vient bien indiquer à l'instant. Tout type de trafic, évidemment, sont concernés, hein, les vracs, les produits pétroliers, les ro-ro, et que ce soit à l'international comme en intracommunautaire. Et sur l'intracommunautaire, et vous l'avez évoqué lors de votre introduction, vous avez parlé d'un projet qui nous tient à cœur, qui est le projet Blue Belt. C'est un projet finalement qui est celui des autoroutes européennes sans barrières, sans douane, et auquel évidemment nous adhérons, auquel nous participons, et la Commission devrait sur ce projet faire une intervention au mois de juin prochain. Alors ce projet repose notamment sur la simplification des échanges intracommunautaires. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être très compliqué pour certaines liaisons où les marchandises sont à la fois en transocéanique et en intracommunautaire de séparer les flux? Le principe est le suivant. Lorsque vous avez un navire qui part d'un port de l'Union européenne et qui se rend dans un autre port de l'Union européenne, la marchandise est forcément communautaire. Donc il y a une présomption communautaire des produits transportés par les navires. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qu'il faut absolument vendre. On en arrive vers la fin de notre table ronde. Alors, pour un peu conclure d'une certaine manière, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut tout dématérialiser? La dématérialisation nécessite la certification, garantir que ce qu'on arrive à dématérialiser est authentique, ça nécessite de l'archivage. Donc tout document, théoriquement, peut se dématérialiser, la technologie existe. Par contre, est-ce que ça en vaut la peine? Ça, c'est là où intervient la notion de coût et de ne pas trop complexifier lorsque ce n'est pas pertinent. Je dirais, j'aime bien faire également une différence entre la dématérialisation de l'information et la dématérialisation d'un document. Photocopier un document, c'est une dématérialisation, ça permet de l'envoyer très très vite. Ça n'a pas du tout le même objectif, normalement, qu'à la dématérialisation d'une information. Je dirais que j'aimerais beaucoup, dans un monde qui n'est pas si difficile que ça, c'est juste de la méthodologie, de la rigueur, il n'y a pas besoin d'être intelligent, que tous ensemble on travaille. Ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'un exportateur va envoyer une marchandise, un document, au fur et à mesure, se remplisse des informations qui sont utilisables. N'oublions pas que l'information se périme beaucoup plus vite que le fromage fondu.
Envoyer une information trop tôt, c'est s'assurer d'avoir une mauvaise information. À quoi sert une information qui est durablement fausse? Dans le passé, pas si lointain, le nombre de fois on est obligé d'envoyer une information, on l'envoie, elle est fausse, c'est pas grave, il faut l'envoyer. Là, c'est pas ça qu'on voudrait. C'est qu'à un moment, on a besoin, l'exportateur va avoir besoin d'une information, le transporteur d'une autre information, le douanier qui va être à un moment arrêter le camion pour vérifier a besoin d'une autre information. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. Et là, à quel moment, au plus tard, nous allons avoir besoin de cette information? La logistique, c'est pas le plus tôt possible, c'est le plus tard possible à partir de l'utilisation qui en est faite. S'agissant de la dématérialisation de l'information, là aussi je rejoins ce qui vient d'être dit. Attention à la fiabilité des données qui sont transmises. On le voit en ce qui nous concerne au niveau des déclarations sommaires, des ENS, et clairement il y a un travail à réaliser pour que les données soient plus fiables, plus interprétatives et correspondent plus à ce que nous acceptons et ce que nous demandons pour travailler en matière de sûreté et de sécurité. S'agissant des documents, la douane est évidemment favorable à la dématérialisation de l'ensemble de ces différents sujets. Aujourd'hui, vous avez 8 millions de déclarations à l'import et à l'export qui sont produites. Ces 8 millions de déclarations sont totalement dématérialisées. Dans ces déclarations, vous avez une vingtaine de millions d'autres documents, des factures, des autorisations d'importation qui sont transmises également. Là, vous avez deux niveaux d'interprétation. Vous avez des documents qui ne sont pas, comme nous l'appelons dans notre jargon, des documents d'ordre public, c'est-à-dire des documents comme des factures qui peuvent être transmises après coup. Et là, nous sommes sur un taux de dématérialisation aujourd'hui de plus de 80%. Et puis, il y a également ces sujets un peu plus complexes, un peu plus compliqués, qui concernent ces documents d'ordre public. Nous en avons identifié une trentaine, qui correspondent à des autorisations délivrées par une quinzaine d'administrations, qui ne sont pas la douane, évidemment. Eh bien, nous sommes en train de travailler par l'intermédiaire d'un guichet unique national, encore un autre guichet. Vous voyez que les guichets, il y en a partout. C'est une mission qui nous a été confiée par le Premier ministre en 2010. Et nous sommes en train de dématérialiser ces documents de manière assez complexe, parce qu'il faut que le système d'information de l'administration parle à notre système d'information, à nos deltas, c'est-à-dire à nos déclarations en douane, et tout ça nécessite un peu de temps. Mais aujourd'hui, nous avons déjà rencontré un certain nombre de succès, et normalement, à la fin de l'année, et c'est un exemple, nous devrions pouvoir dématérialiser toutes les déclarations, toutes les licences à l'export qui sont réalisées dans le domaine de l'armement. Alors vous parlez les uns et des autres d'exactitude et de fiabilité des informations, des données. Comment parvenir aujourd'hui à une meilleure exactitude de ces données? Est-ce qu'il va falloir user du bâton vis-à-vis des acteurs? Quelles sont les possibilités? On voit qu'effectivement ça peut être un problème non seulement en termes de sûreté, mais même de sécurité. Pour parler par exemple des conteneurs, il y a encore beaucoup de déclarations inexactes au niveau du poids des conteneurs par exemple, et ça joue forcément sur l'équilibre du navire ou du bateau. Il y a tout un travail en amont, et M. François Desportes disait bien que la qualité peut se capturer au départ, et c'est quelque chose, notamment chez Intra, sur lequel nous travaillons, où nous essayons que la réservation, le booking qui est fait par le client chargeur transitaire auprès de l'armateur, suive un minimum de qualité et de conformité. Cela peut concerner effectivement les codes de marchandises, cela peut concerner les codes lieux, cela peut concerner également l'identification des parties au booking ou au BL qui pourront être ensuite transmises aux douanes. Donc c'est vraiment le cœur de la bataille aujourd'hui, et tout l'avantage de plateformes électroniques, c'est de mettre en boîte, de codifier et de standardiser pour assurer un minimum de qualité, avec derrière quand même des gens qui surveillent cette qualité. Le rêve de tout automatiser n'existe pas, du moins pas encore dans le maritime. Il y a un mix entre la
codification, le système en amont, et toute une chaîne d'éléments chez les plateformes et chez les armateurs pour faire le monitoring de cette qualité. Encore une fois, en respectant la règle du le plus tard possible. C'est vrai que ça fait souvent hurler, mais je vous promets que si vous travaillez le plus tard possible, vous travaillez beaucoup mieux, en passant la bonne information au bon moment, et en permettant aussi à chacun de la donner cette information. C'est pour ça que, encore une fois, sous l'auspice de la direction des douanes, il y a un gros atelier qui a été lancé pour travailler sur la facilitation du commerce extérieur et les liens entre les CCS, les systèmes privés, publics, etc. Et l'intérêt sera bien, encore une fois, que chacun puisse donner l'information au bon moment. Je peux vous assurer que Philippe parlait du poids des conteneurs, vous aussi. On voit des choses qui sont insupportables, vraiment insupportables. Et chacun considère que c'est à cause de l'autre. J'ai entendu des chirurgiens me dire oui, mais on n'a pas la tare. Enfin, la tare, c'est à 500 kilos, une tonne près, c'est beaucoup. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'officier de marine marchande, quand on fait un plan de chargement, le Rho-A, donc le calcul de stabilité, c'est à 100 kilos près, quoi. Donc là, quand vous avez 20 tonnes d'écart facilement, c'est pas possible. Donc là, c'est une responsabilité de façon citoyenne, mais responsabilité pénale aussi, qui fait qu'un jour, il va y avoir un gros problème, tout le monde va ouvrir le parapluie, mais de toute façon, tout le monde va se prendre des coups. Donc là aussi, ça fait partie des ateliers nécessaires, depuis l'exportateur jusqu'au navire, que chacun donne l'information dont il est responsable, encore une fois, au bon moment. On revient ça revient à cette information obligatoire. Il y a une époque, on disait qu'il faut envoyer 3 jours à l'avant le poids du conteneur. Sauf que des gens qui étaient juste à côté du port du Havre, ou juste à côté de Bordeaux ou de Marseille, n'avaient pas des informations. Ils les ont au dernier moment. Et moi, je peux vous dire, je travaille dans un potage jusqu'au dernier moment, on rentre des trucs. Alors, si on nous demande des informations 48 heures avant, les informations, elles sont fausses. Voilà. Et ça me rappelle une époque où le nom du navire était absolument obligatoire pour descendre les marchandises. On n'avait pas le nom du bateau. Alors on dit, je mettais le nom de ma petite copine, on mettait le TBN, et tout le monde le faisait. On disait, mais à quoi ça sert? Ah, c'est obligatoire. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Donc aider le commerce extérieur, c'est que chacun fasse, encore une fois, ce qu'il faut au bon moment. Monsieur Rega. Sur le sujet, effectivement, encore une fois, moi, je confirme ce qui vient d'être dit. L'information, rien que l'information, mais surtout la bonne information. Est-ce que, pour un dernier tour de table, quel est le message que vous voulez faire passer les uns et les autres? Le message, je voudrais que nous continuions ce que nous avons fait dans les ports, dans les aéroports, avec les administrations centrales, en incluant tous les prestataires à l'intérieur de notre pays. Hein, quand je parle de notre pays, j'ai des amis espagnols qui sont là, on ne parle pas de pays, on parle d'union, que chacun travaille. Ça peut être extraordinaire, c'est fantastique, conceptuellement c'est extraordinaire, mais le résultat se mesure en 40, en 50% d'optimisation. Simplement, il n'y a pas besoin d'être génial, il faut être rigoureux, il faut que chacun travaille avec méthodologie. Et je crois qu'aujourd'hui, si en partant, on peut se dire, tiens, tous ensemble, on va travailler, on va continuer à améliorer, à faciliter le commerce extérieur pour que l'exportateur le plus feignasse passe par nos ports parce que c'est plus simple, eh ben, ce serait vraiment bien en tout cas, et c'est notre responsabilité à tout ça, c'est clair. Il est vrai qu'en termes de qualité de données, souvent on invoque les problèmes, les pratiques locales, la culture. Au final, on s'aperçoit, notamment sur Intra, que quel que soit le pays, on peut résumer la qualité à un certain nombre de données élémentaires. Et c'est sur ces données élémentaires que l'on peut travailler. L'identification des tiers, les codes de marchandises, les codes lieux, les descriptions. Et rien que ces éléments-là pourraient déjà faire évoluer la qualité générale de nos flux de transport containerisé. Le mot de la fin peut-être? Vous le savez, nous le savons tous, la douane est une administration de contrôle. Les médias nous présentent effectivement régulièrement en train de réaliser des interventions nécessaires, car la douane est une administration qui lutte contre la fraude et qui obtient d'ailleurs un certain nombre de succès.
ces résultats en témoignent. Mais c'est aujourd'hui et avant tout, et je tiens à le dire ici, une administration de conseil, une administration qui permet au commerce international de travailler de manière plus fluide, plus transparente, et nous sommes effectivement avec l'ensemble des opérateurs, y compris d'ailleurs les CCS, parce que, encore une fois, les CCS sont des éléments indispensables de compétitivité et d'attractivité de notre territoire. Nous sommes à vos côtés pour vous aider à mieux exporter et peut-être, certaines fois, à mieux importer. Merci à vous trois. Y a-t-il des questions dans la salle? Personne ne veut se débrouiller? À ce moment-là, on va conclure cette table ronde. Et je vous souhaite à tous encore une bonne SITF. Merci à nos trois intervenants.